En février 1852, dans le sud de la France, entre les collines pierreuses de la Provence et les champs d'oliviers battus par le Mistral, un domaine oublié par les voyageurs cachait de secrets que personne n'osait prononcer à voix haute, même des décennies plus tard. Et ce lieu portait un nom qui n'apparaît dans aucun registre officiel, aucun guide agricole, ni même dans les récits oraux des villages voisins. Le manoir de la Forêt-Noire. Situé à quelques kilomètres d'Avignon, sur un terrain épuisé par des générations de vignes et de blé, il appartenait à la famille Delaunay depuis la Révolution, mais en 1852, il n'était plus qu'une propriété à moitié ruinée héritée par une jeune veuve nommée Élisabeth Delaunay, une femme de 29 ans dont la beauté sévère et le regard d'un verre presque translucide glaçaient quiconque osait la fixer trop longtemps. Elle enterra son mari en plein hiver, au moment où la France basculait dans le second empire de Napoléon III, et tandis que le pays rêvait d'expansion coloniale, de gloire militaire et de modernité, Élisabeth, elle, ne pensait qu'à sauver son domaine et à imposer son nom dans l'histoire locale, quitte à employer les méthodes les plus monstrueuses. Car à la mort de son époux, Charles Delaunay, elle découvrit un gouffre de dettes contractées au jeu, des créanciers prêts à saisir chaque parcelle de vigne, et, plus terrible encore, une main-d'œuvre insuffisante pour maintenir la moindre rentabilité. La région connaissait déjà l'exode de nombreux paysans partis chercher fortune à Paris ou à Marseille, et il n'était plus possible d'embaucher à bas prix des journaliers saisonniers. Alors qu'une autre femme aurait accepté de vendre le domaine, de retourner vivre sous l'autorité paternelle à Avignon, Élisabeth conçut une idée glaciale, une vision qu'elle appela plus tard son héritage vivant. Son plan naquit au cœur d'une nuit d'insomnie, alors qu'elle tournait les pages des registres de comptes à la lumière d'une bougie. Si elle ne pouvait pas acheter des travailleurs, elle les fabriquerait, littéralement, en transformant le manoir de la Forêt-Noire en un laboratoire caché. Contrairement aux autres propriétaires, qui recueillaient parfois des orphelins des hospices pour les employer comme domestiques, elle imagina un système beaucoup plus méthodique, une reproduction contrôlée, une sélection calculée des corps et des esprits pour engendrer une génération entière d'êtres humains qui lui appartiendraient non pas par contrat, mais par le sang, par la génétique, par une filiation impossible à rompre. La première étape fut de convaincre les autorités religieuses d'Avignon de lui confier quelques orphelins sous prétexte d'éducation chrétienne. Elle promit d'assurer le gîte, le couvert et une instruction de base. On lui envoya 6 enfants, âgés de 4 à 11 ans, qui franchirent les grilles du domaine un matin brumeux de mars sans savoir qu'ils ne reverraient jamais l'extérieur. La bâtisse elle-même semblait née pour le secret. Murs épais, caves profondes, ailes désertées depuis la Révolution, volets toujours clos, chemins privés perdus dans la garrigue. Les villageois disaient que les Delaunay n'aimaient pas recevoir, qu'ils vivaient reclus, et personne ne se risquait à pénétrer ces terres après le coucher du soleil. Élisabeth commença par tenir en registre, non pas un journal intime, mais un cahier d'élevage, où chaque enfant devenait un semis, chaque grossesse future un ensémencement, chaque combinaison génétique une greffe. Elle notait les couleurs d'yeux, la robustesse du squelette, la docilité du caractère. Son idée dépassait la simple survie économique. Elle voulait créer une lignée captive, une population conçue pour être dépendante d'elle, incapable de fuir, car portant dans son sang le sceau invisible de son autorité. Les premiers mois, elle éleva les orphelins avec un mélange glaçant de douceur et de discipline. Repas corrects, habits décents, mais règles implacables et punitions inventives pour qu'aucun ne songe à désobéir. Puis, une nuit d'avril, elle franchit la limite que même les rumeurs les plus sombres n'auraient osé imaginer. Elle choisit un de ses anciens domestiques, un homme robuste qu'elle n'avait encore congédié, et l'enferma avec elle dans la cave, notant ensuite d'une écriture régulière dans son registre « Première greffe accomplie, conditions favorables, prévoir récolte en janvier ». Ainsi commença un cycle qui allait transformer le manoir en un théâtre d'horreur invisible, car aux yeux du village, Élisabeth demeurait une veuve pieuse, réservée, parfois aperçue à la messe, mais rarement bavarde. Derrière les murs, cependant, elle se voyait déjà comme la fondatrice d'une dynastie secrète. Le plus troublant est que certains enfants commencèrent à répéter les phrases qu'elle leur inculquait. « Nous sommes son héritage. Nous ne pouvons partir car nous sommes son sang. » Et cette idée, répétée comme une prière, devint la chaîne la plus solide de toutes. Au fil des mois qui suivirent, le manoir de la Forêt-Noire se transforma en une enceinte close, respirant à peine à travers ses persiennes closes, et les rares voyageurs qui passaient sur le chemin de terre menant aux collines remarquaient seulement l'absence de bruits ordinaires, car là où d'autres domaines résonnaient des cris d'enfants, des aboiements de chiens ou du cliquetis des chargettes, la demeure d'Élisabeth semblait plongée dans une torpeur étouffante, comme si chaque pierre conspirait à garder le silence. L'été 1852 apporta une chaleur accablante sur la Provence,
Mais à l'intérieur des caves du manoir régnait une fraîcheur humide qui servait de refuge aux expériences de la maîtresse des lieux, et dans son registre, les annotations se multipliaient. Deuxième greffe réalisée, compatibilité excellente, semis prometteur. Les enfants venus de l'hospice apprirent vite à craindre ces mots codés, car ils savaient qu'après chaque mention d'une nouvelle greffe, l'un d'eux disparaissait des dortoirs improvisés pour plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et revenait différent, les yeux vides ou le corps marqué d'une fatigue étrange. Le plus âgé, un garçon nommé Louis, 13 ans en 1853, osa murmurer à l'une des plus jeunes, Marie, que madame préparait quelque chose de plus grand qu'eux, qu'ils n'étaient que des pièces d'un puzzle dont personne ne voyait encore l'image complète. Mais ce murmure parvint jusqu'aux oreilles d'Élisabeth, qui fit enfermer Louis seul dans une aile désaffectée du manoir, où il resta plus d'1 mois. Quand il reparut enfin, il ne parlait presque plus, se contentant de répéter mécaniquement les phrases de sa maîtresse. « Elle nous protège, elle nous guide, nous sommes son héritage. » Les voisins, quant à eux, commencèrent à s'interroger, car si la veuve de Launay ne fréquentait plus guère la paroisse qu'1 fois par mois, elle semblait pourtant disposer d'assez de ressources pour acheter régulièrement au marché du bourg des tonneaux de vin, des sacs de blé, du sel et même des étoffes de bonne qualité. D'où provenait cet argent alors que le domaine, soi-disant, était ruiné par les dettes de son défunt mari? Certains parlaient d'un mystérieux investisseur parisien, d'autres d'une rente secrète, mais personne n'osa questionner directement la veuve, car son regard perçant, son sourire glacé et la rumeur persistante qu'elle pratiquait encore des rites hérités des anciens propriétaires protestants tenaient les langues en bride. Dans son cahier, Élisabeth notait non seulement les résultats de ces unions forcées, mais aussi les mesures physiques de chaque enfant, la taille au centimètre près, la couleur exacte de l'iris, la rapidité à retenir une prière ou à résoudre un petit calcul. Elle traçait des arbres généalogiques imaginaires, planifiant des unions futures, comme un éleveur choisit quel taureau croiser avec quelle vache pour obtenir la descendance la plus robuste. Mais ici, il ne s'agissait pas d'animaux, c'étaient des enfants humains, condamnés à devenir des semences pour sa vision tordue. En 1854, elle donna elle-même naissance à un enfant qu'elle présenta aux rares témoins comme le fruit d'une liaison malheureuse avec un noble aixois, mort subitement dans un accident de chasse. La vérité, connue seulement d'elle et de la sage-femme qu'elle payait grassement pour son silence, était que cet enfant était le produit de sa première greffe, et qu'elle le considérait comme la pierre angulaire de son programme. Elle lui donna le prénom de Victor, persuadée qu'il incarnerait sa victoire sur le destin. Et il le traita différemment des autres. Nourri de lait de chèvre, vêtu de linge fin, éduqué dès ses 3 ans à la lecture alors même que les orphelins n'avaient droit qu'à quelques leçons rudimentaires de catéchisme. Cette distinction attisa les jalousies, mais aussi la terreur, car les plus lucides comprirent que l'enfant choyé représentait le futur maître de leur cage invisible. Les années passèrent, et le nombre d'orphelins enfermés dans le manoir grandit étrangement, car Élisabeth avait noué un accord secret avec un hospice de Marseille. En échange de dons réguliers, on lui confiait les enfants les plus fragiles, ceux dont personne ne réclamait jamais la tutelle. On disait simplement qu'ils étaient placés dans une famille charitable. En réalité, ils franchissaient la grille du manoir de la Forêt-Noire et n'en ressortaient jamais. Vers 1856, ils étaient plus de 20, certains adolescents, d'autres encore nourrissons. Et dans les caves du domaine, des salles entières avaient été transformées en dortoirs, séparées selon l'âge et le sexe. Le registre d'Élisabeth, désormais 3 volumes reliés de cuir, ressemblait à un traité d'agronomie. Chiffres, schémas, calculs de probabilité, dates prévues pour les prochaines récoltes. Ce qui effrayait le plus, c'était sa froideur. Aucune émotion, aucune tendresse, seulement des colonnes d'observation sur la couleur des cheveux, la rapidité du développement, la résistance aux maladies. Un soir d'hiver 1857, l'un des plus jeunes, un garçon blond nommé Pierre, osa fuir en profitant de la visite d'un marchand de vin. Il parvint jusqu'au chemin menant au village, mais il fut rattrapé avant l'aube par 2 hommes que la maîtresse avait engagés pour surveiller ses terres. Pierre fut ramené, battu à demi-mort et exposé dans la grande salle devant tous les autres enfants, Élisabeth proclamant d'une voix calme « Celui qui tente de quitter sa famille détruit son propre sang ». Le message fut compris. À partir de ce moment, plus aucun ne chercha à franchir les murs, mais la peur devint un second souffle dans les dortoirs. En 1858, Victor avait 4 ans et commençait à répéter les phrases de sa mère comme des vérités absolues. « Nous sommes élus, nous devons continuer la lignée ». Et dans les yeux des orphelins,
on voyait déjà naître un mélange d'adoration forcée et de haine muette. Personne à l'extérieur ne pouvait deviner que, dans les collines provençales, se construisait une dynastie monstrueuse, invisible, destinée à rester liée au nom de Delaunay, pour des générations. L'année 1859 marqua un tournant pour le manoir de la Forêt-Noire, car à mesure que Victor grandissait et que les registres d'Élisabeth s'épaississaient, la mécanique invisible qu'elle avait mise en place atteignit une nouvelle étape. Et les orphelins, désormais plus de 30 enfermés derrière les murs, commençaient à percevoir confusément la nature véritable de leur captivité. Car si les plus jeunes répétaient docilement les phrases que la maîtresse leur inculquait, les plus âgés devinaient que quelque chose de monstrueux se tramait. Et parmi eux, Marie, devenue adolescente, osa un soir murmurer à voix basse aux autres qu'ils n'étaient pas des enfants sauvés par charité, mais des semences d'un projet inavouable, et que leur sang même était prisonnier. Et ces paroles circulèrent comme un souffle de révolte dans les dortoirs, attisant la peur, mais aussi une sourde colère. Élisabeth, qui observait tout avec la froideur d'un entomologiste, ne tarda pas à sentir le changement d'atmosphère, et pour briser d'avance toute rébellion, elle décida d'imposer un nouveau rituel. Chaque dimanche soir, dans la grande salle voûtée du sous-sol, elle réunissait tous les enfants autour d'une table nue et leur faisait réciter des litanies qu'elle appelait les prières du sang, où chacun devait répéter en chœur que quitter le domaine équivalait à trahir sa propre chair, et que mourir à l'intérieur valait mieux que vivre dehors comme un être sans lignée. Ces cérémonies, menées à la lueur tremblante des lampes à huile, terrifiaient les plus petits qui finissaient en larmes, mais elles imprimaient lentement dans leurs esprits la conviction qu'ils étaient liés par un pacte indissoluble. Pendant ce temps, dans le village voisin, les habitants commençaient à échanger des murmures, car trop de rumeurs circulaient. Un colporteur affirma avoir vu par une nuit de pleine lune plusieurs enfants aux yeux clairs se tenir derrière les barreaux d'une fenêtre du manoir comme des spectres. Un paysan jura avoir entendu des cris étouffés dans la forêt voisine, et une vieille femme, réputée pour lire les augures dans le mar de café, déclara qu'un mal ancien dormait sur les terres de Delaunay. Mais l'influence du nom, la crainte d'être accusée de diffamation et l'aura glaciale d'Élisabeth suffisaient à étouffer toute enquête officielle. En 1860, Élisabeth mit au monde un second enfant, issu d'une nouvelle greffe, une fille qu'elle baptisa Claire et qu'elle entoura des mêmes privilèges que Victor. Chambre privée à l'étage, jouets importés de Lyon, précepteur venu discrètement une fois par semaine. Les orphelins comprirent alors que certains d'entre eux, choisis par la maîtresse, étaient destinés à devenir non pas des domestiques, mais des fondateurs, et que leur rôle serait de s'unir avec d'autres selon les plans tracés dans les registres secrets. Victor, désormais âgé de 6 ans, avait déjà été désigné comme futur chef de lignée, et Élisabeth lui inculquait la conviction qu'il était l'élu, le garant d'une dynastie qui dépasserait les générations. Les autres enfants, forcés de servir ses caprices, ressentaient un mélange d'humiliation et d'envie, mais aucun n'osait se rebeller ouvertement. Pourtant, dans l'ombre, certains commençaient à élaborer des projets de fuite, se souvenant confusément du monde extérieur, des cloches du village ou du parfum de pain chaud. Un d'eux, Jacques, 15 ans en 1861, parvint à subtiliser une clé rouillée qui ouvrait une ancienne porte menant aux jardins abandonnés. Et une nuit d'été, il tenta de s'enfuir avec 2 plus jeunes. Mais le plan échoua, car les chiens du domaine, dressés par un ancien palefrenier acheté par Élisabeth pour sa cruauté, flairèrent leur piste et les ramenèrent. Le lendemain, dans la grande salle, Élisabeth fit ligoter Jacques et le condamna à un châtiment qui glaça d'horreur tous les enfants. Elle le fit enfermer dans un réduit sans lumière pendant 40 jours, nourri seulement de pain sec et d'eau. Et lorsqu'il revint, ses cheveux avaient blanchi par plaques, et son regard était celui d'un vieillard. Elle nota dans son registre « Sujet rebelle neutralisé, résistance brisée ». Les autres comprirent que l'évasion signifiait pire que la mort. En 1862, la rumeur des pratiques du manoir franchit un nouveau seuil, car des cadavres d'animaux furent retrouvés mutilés dans les bois voisins. Certains disaient que des chiens avaient été sacrifiés, d'autres qu'il s'agissait de rites occultes liés à l'alchimie. En réalité, Élisabeth menait des expériences sur des animaux avant d'appliquer ses méthodes aux humains, testant des décoctions à base de plantes toxiques pour mesurer la résistance au poison, et elle consignait froidement les résultats. Mais aux yeux des paysans, tout cela n'était qu'une preuve supplémentaire que la veuve Delaunay pactissait avec les forces sombres. Le curé du village tenta bien de la convoquer pour s'expliquer, mais elle se présenta avec un sourire si froid et des paroles si maîtrisées que même l'homme de l'église recula, préférant invoquer le silence que d'affronter ce regard qui semblait sonder son âme. À l'intérieur, les enfants grandissaient.
Et certains, comme Marie ou Antoine, commençaient à développer une conscience aiguë de leur sort. Ils comprirent que leur adolescence n'était pas une promesse de liberté, mais le début de leur rôle dans la reproduction planifiée. Élisabeth parlait déjà de mariage spirituel, cérémonie factice qu'elle organisait dans la cave pour unir ses semences selon ses schémas, tout en leur interdisant toute véritable affection. L'air du manoir s'épaississait d'une tension insupportable, et plusieurs enfants commencèrent à tomber malades, consumés par l'angoisse. Mais la maîtresse y voyait un signe de sélection naturelle. « Ceux qui survivent, écrivait-elle dans son registre, sont dignes de perpétuer ma lignée. Les autres ne sont que déchets. » En 1863, Victor, âgé de 9 ans, commença à participer activement au rituel, répétant avec une voix grave et un ton d'adulte les maximes de sa mère. Et Élisabeth jubilait en voyant son fils incarner le futur qu'elle avait rêvé. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est que sous la surface, parmi les adolescents brisés mais pas encore soumis, un courant de haine et de révolte grandissait lentement, une braise dissimulée dans l'ombre des caves, prête à s'embraser à la minime étincelle. L'année 1864 débuta sous un ciel lourd, et dans la vallée de la Durance, les hivers semblaient plus rudes que jamais. Mais au manoir de la Forêt-Noire, le froid provenait moins du Mistral que de l'atmosphère suffocante qui pesait sur les enfants enfermés, car Élisabeth, consciente que ses semences atteignaient l'âge où elles pouvaient commencer à fructifier, accéléra brutalement son programme et instaura une discipline de fer qui dépassait tout ce qu'ils avaient connu jusque-là. Chaque matin, avant même la première bouchée de pain, elle les faisait aligner dans la grande salle voûtée et les obligeait à réciter des litanies plus longues encore, où ils proclamaient en chœur qu'ils n'appartenaient à personne d'autre qu'à elle, que leur chair et leur souffle étaient le prolongement de son sang et qu'ils avaient été choisis pour perpétuer une famille invisible plus ancienne que celle des rois de France. Victor, désormais âgé de 10 ans, menait la récitation comme un prieur, les yeux levés au plafond, la voix tremblante de ferveur, et Claire, sa sœur cadette, répétait avec un accent enfantin qui glaçait d'autant plus les autres, car ils voyaient en elle l'innocence entièrement absorbée par le fanatisme de leur mère. Mais dans les dortoirs, la révolte grandissait. Marie, devenue jeune femme de 15 ans, avait pris l'habitude de chuchoter des plans à quelques compagnons de confiance, Antoine, Jacques et 2 autres, projetant de s'évader par un passage oublié qui reliait les caves à une ancienne chapelle en ruine. Ils savaient que s'ils restaient, leur destin serait d'être jumelés de force, de donner naissance à des enfants qui seraient aussitôt arrachés à leur volonté, et l'idée d'un avenir enchaîné fit naître en eux une rage froide. En parallèle, les paysans du village voisin devinrent plus inquiets, car depuis plusieurs mois, des silhouettes enfantines avaient été vues la nuit près de la forêt, errant comme des fantômes avant de disparaître soudainement, et un braconnier affirma même qu'il avait découvert dans un recoin du domaine un cimetière improvisé de petits ossements enterrés à la hâte, mais effrayé par la réputation des Delaunay, il n'osa prévenir la gendarmerie, préférant noyer son secret dans l'alcool. Au printemps, Élisabeth organisa ce qu'elle appela les unions sacrées. Sous prétexte de mariage symbolique, elle força ses adolescents choisis à se tenir par la main devant un crucifix qu'elle avait fait accrocher au mur de la cave, tout en récitant des phrases qu'elle avait elle-même inventées. Pour elle, ces unions n'étaient qu'une préparation, un rituel destiné à briser les résistances. Et dans son registre, elle notait calmement « Marie jumelée à Antoine, compatibilité excellente, prévoir greffe effective en 1865 ». Ces mots, que personne d'autre ne pouvait lire, étaient pour elle la preuve qu'elle construisait une science nouvelle, mais pour les adolescents contraints, il sonnait comme une condamnation à vie. Le soir même, Marie confia à Antoine que si leur plan d'évasion échouait, il valait mieux mourir que d'accepter la destinée qu'on leur imposait. Dans la maison, les tensions atteignaient un sommet. Certains enfants, comme Victor et Claire, semblaient réellement persuadés d'incarner l'élite d'une famille choisie. D'autres, brisés par les châtiments, avaient cessé de penser par eux-mêmes, mais une minorité plus lucide formait un noyau de résistance silencieuse. En août 1864, un événement précipita la peur. Un jeune garçon nommé Mathieu fut découvert pendu dans son dortoir, incapable de supporter davantage la perspective d'un avenir sans échappatoire. Élisabeth déclara froidement que c'était un signe de faiblesse, que la lignée n'avait pas besoin d'être fragile, et fit enterrer le corps à l'oreiller du bois sans cérémonie. Mais pour les autres, ce suicide résonna comme un signal d'alarme, la preuve que la mort pouvait être la seule issue. À l'extérieur, les bruits de guerre commençaient à parvenir même dans la campagne provençale. On parlait de tensions politiques, de soulèvements ouvriers, de révoltes dans les colonies, mais tout cela restait lointain. Pourtant, pour Marie et les siens, le tumulte du monde extérieur devint un espoir abstrait. Si la France changeait, peut-être leur enfer finirait.
Élisabeth, elle, redoubla de vigilance, interdisant tout contact avec le village, renforçant les patrouilles nocturnes et menaçant de châtiments exemplaires quiconque oserait franchir les murs. Mais les graines de la révolte étaient semées. Un soir d'octobre, alors que la pluie battait sur les vitres et que le vent faisait trembler les volets, Marie, Antoine, Jacques et 2 autres se glissèrent en silence vers le vieux couloir menant à la chapelle en ruine. Leurs mains tremblaient, leur cœur battait à rompre, mais ils sentaient que c'était leur seule chance. Ils n'avaient pas prévu qu'un autre enfant gagné par la peur les trahirait à Victor, qui, persuadé d'accomplir le devoir sacré dicté par sa mère, les dénonça immédiatement. Avant même qu'ils aient atteint la sortie, les chiens furent lâchés, les gardiens réveillés et la fuite tourna en cauchemar. Jacques fut mordu au bras, Marie capturée par les cheveux, Antoine roué de coups. Le lendemain, dans la grande salle, Élisabeth fit comparaître les 5 adolescents devant tous les autres et déclara d'une voix tranchante « Quiconque renie son sang, renie Dieu ». Puis elle ordonna que Jacques et Antoine soient marqués au fer rouge, un cercle brûlant sur l'épaule, symbole d'infamie qu'ils porteraient toute leur vie. Marie, elle, fut séparée et enfermée dans une pièce adjacente à la chambre d'Élisabeth, surveillée nuit et jour, car la maîtresse savait que cette jeune fille représentait le plus grand danger pour son programme. Son apparente enfantinité l'assouvissait tout. Et dans son registre, elle écrivit « Sujet Marie, potentiel d'insubordination élevé. À surveiller en permanence, risque de contamination idéologique. » Ce fut le signe que désormais la bataille n'était plus seulement physique, mais mentale, une lutte entre l'endoctrinement de la maîtresse et la volonté brisée mais persistante de quelques adolescents déterminés à ne pas céder. Le manoir de la Forêt-Noire devenait une poudrière et l'étincelle n'attendait que le moment propice pour embraser toute la maison. En 1865, l'équilibre fragile qui maintenait encore le manoir de la Forêt-Noire dans une illusion de contrôle se fissura irrémédiablement, car malgré les châtiments, malgré les rituels imposés chaque semaine, malgré les menaces et les dogmes répétés jusqu'à la transe, la graine de révolte que Marie avait semée dans les esprits continua de croître, invisible mais vivace, et peu à peu, certains adolescents cessèrent de réciter les litanies avec ferveur, murmurant à peine les paroles. D'autres échangèrent des regards chargés de défis, et même les plus petits, sensibles aux tensions ambiantes, commencèrent à trembler non plus de peur sacrée, mais d'un instinct de survie qui leur disait que tout cela ne durerait pas éternellement. Élisabeth, de son côté, nota les signes de résistance dans son registre, baisse d'adhésion, contamination psychologique, nécessité de purification. Et pour contrer ce mouvement qu'elle percevait comme une maladie, elle inventa un nouveau rituel plus terrible encore. Chaque mois, un enfant devait être choisi comme bouc émissaire et exposé aux punitions devant tous afin que la peur reprenne le dessus. Le premier fut Antoine, marqué au fer l'année précédente, qu'elle fit fouetter publiquement par Victor lui-même, transformant ainsi son fils en bourreau et en modèle d'obéissance. Victor, âgé de 11 ans, exécuta l'ordre avec une froideur qui terrifia jusqu'aux plus soumis. Et Élisabeth s'en réjouit, voyant en lui l'instrument parfait de sa lignée future. Mais loin d'éteindre la révolte, ce spectacle l'alimenta. Marie, enfermée depuis des mois, sous surveillance, réussit à communiquer en cachette grâce à des morceaux de tissu sur lesquels elle gravait des signes avec des épingles qu'elle faisait passer par les fentes de la porte. Ces signes incompréhensibles pour les gardiens étaient lus et retransmis par les autres enfants, et bientôt un langage secret circula dans les dortoirs, un code de résistance qui leur permettait d'échanger des promesses, des plans, des encouragements. Pendant ce temps, dans le village voisin, la méfiance devint peur-panique. Plusieurs paysans rapportaient avoir trouvé des traces de pas d'enfants dans les vignes la nuit, accompagnées de taches sombres ressemblant à du sang séché, et une bergère jura avoir vu, au crépuscule, un cortège d'enfants vêtus de chemises blanches avancer en silence derrière une femme tenant une lampe comme un cortège funèbre. Le curé, de plus en plus troublé, tenta de mobiliser quelques hommes pour inspecter le domaine, mais la peur du nom de Launay, renforcée par des rumeurs de procès anciens, paralysait la communauté. Ce fut finalement un événement imprévu qui provoqua une brèche. Un incendie éclata dans une grange du manoir à l'été 1865, probablement causé par une lampe à l'huile renversée. Les flammes furent visibles jusqu'au village, et plusieurs hommes accoururent pour aider. En approchant, ils aperçurent par hasard, à travers une fenêtre du sous-sol, une rangée d'enfants serrés les uns contre les autres, les yeux hagards, ce qui suffit à alimenter toutes les rumeurs. Mais Élisabeth, habile, remercia publiquement les villageois, affirma qu'elle recueillait de pauvres orphelins abandonnés et qu'elle faisait de son mieux pour les éduquer, jouant la carte de la charité chrétienne, et beaucoup, honteux de leurs soupçons, se turent. Derrière les murs, cependant, la révolte entra dans une nouvelle phase.
Jacques, malgré son bras encore marqué, réussit à dérober des outils dans l'atelier abandonné et à fabriquer de petites armes improvisées, des pointes de fer cachées dans la paille. Marie, entre elles, parvint à convaincre 2 gardiens fatigués et mal payés de fermer les yeux sur certaines de ces manœuvres en échange de promesses d'or une fois qu'ils quitteraient le manoir. Elle savait que ces promesses étaient vaines, mais l'espoir suffit à fissurer la vigilance. En décembre 1865, la première attaque eut lieu. 3 adolescents, armés de pointes de fer, s'en prirent à un chien de garde dans la cour et le tuèrent, acte symbolique qui marqua le passage de la soumission à la résistance active. Quand Élisabeth découvrit le cadavre de l'animal, elle entra dans une rage froide et déclara que la rébellion avait contaminé son troupeau. Elle décida alors de séparer définitivement les fidèles des déviants. Victor, Claire et une poignée d'enfants brisés furent placés à part, mieux nourris, mieux traités, tandis que les autres furent relégués aux caves les plus sombres, marqués comme rebelles. Mais ce partage ne fit qu'accentuer la fracture. Le soir même, dans l'obscurité, les adolescents bannis se jurèrent de mettre fin à la tyrannie de la maîtresse, quitte à y laisser la vie. Ils avaient compris que l'endoctrinement n'était pas invincible, que même les prières du sang pouvaient être brisées par une volonté assez forte. Et dans leur cœur, la haine envers Élisabeth, Victor et Claire se transforma en une résolution glaciale, frappée au moment où la maîtresse se croirait la plus invincible. L'année 1866 approchait, et avec elle, la promesse d'un soulèvement que personne, pas même Élisabeth avec ses registres méticuleux, n'avait prévu. Le manoir de la Forêt-Noire, bâti pour être une cage parfaite, devenait peu à peu le théâtre d'une guerre invisible où des enfants enchaînés allaient bientôt choisir entre la mort et la liberté. L'année 1866 s'ouvrit dans une atmosphère de tension insoutenable au manoir de la Forêt-Noire. Car jamais auparavant, la fracture entre les enfants n'avait été aussi profonde. D'un côté Victor, âgé de 12 ans, véritable prolongement de sa mère, répétant ses dogmes avec une ferveur glaciale et exerçant sur les plus jeunes une autorité implacable, épaulée par Claire, encore enfant, mais déjà pétrie de l'idée qu'elle appartenait à une lignée élue. Et de l'autre côté, Marie, Jacques et leurs compagnons, adolescents brisés par les châtiments, mais nourris d'une rage qui ne laissait plus place à la peur. Élisabeth, convaincue que son programme entrait dans une phase décisive, préparait déjà ce qu'elle appelait la grande moisson. Unir ses semences les plus robustes pour donner naissance à une génération entière d'enfants qui constituerait la base de sa dynastie. Elle parlait d'édifier un futur où son sang, mêlé à celui de ses créations, régnerait en silence sur la Provence. Génération après génération. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à chaque prière du sang, à chaque litanie imposée, une haine muette s'accumulait, prête à exploser. La nuit du 14 mars 1866, tout bascula. Jacques, qui avait réussi à dissimuler une barre de fer dans la paillasse de son lit, rassembla en silence une dizaine de compagnons et, guidés par des signes tracés sur des morceaux de tissu, ils se retrouvèrent dans le couloir menant à la grande salle. Leur plan était simple. Frapper vite, frapper fort. Tuer les chiens, neutraliser les gardiens et s'en prendre directement à Élisabeth. Mais rien n'est jamais simple dans une maison où la peur a tissé ses toiles pendant des années. Alors qu'il franchissait la porte, Victor apparut, une lampe à la main, et ses yeux verts reflétaient une flamme étrange. Il cria pour alerter sa mère, mais Jacques se jeta sur lui et l'assomma d'un coup brutal. Ce geste fut le déclencheur. En quelques minutes, les enfants insurgés se répandirent dans les couloirs, frappant les chiens avec leurs armes improvisées, attaquant les gardiens pris de panique. Le manoir résonna de cris, de bruits de lutte, de sanglots étouffés. Élisabeth descendit dans la grande salle, vêtue de noir, tenant un fusil de chasse hérité de son mari. Son regard, incandescent de rage, traversa la foule d'enfants comme une lame. « Vous croyez pouvoir détruire ce qui vit dans votre sang ?» hurla-t-elle d'une voix qui semblait faire vibrer les pierres. Mais la masse d'adolescents, galvanisés par la terreur accumulée, n'écoutait plus. Jacques se précipita sur elle, suivi de Marie, et dans la confusion, le fusil partit, blessant un garçon en flanc. Ce fut l'étincelle finale. Les enfants se jetèrent sur leur maîtresse, la frappant, l'arrachant à son arme. Marie, haletante, saisit le registre que la veuve tenait toujours près d'elle et le jeta dans les flammes d'une lampe renversée. Le cuir brûla, les pages noircirent, et avec elles s'envolèrent des années de calculs, de schémas, de projets monstrueux. Élisabeth, hurlant de rage, fut finalement renversée au sol, et dans la mêlée, nul ne sut qui porta le coup fatal. Certains dirent que Jacques l'étrangla, d'autres que ce fut Marie qui lui trancha la gorge avec un tesson de verre. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'elle cessa de bouger, un silence lourd tomba sur le manoir.
Mais ce silence ne dura pas, car déjà les flammes s'étaient propagées aux poutres et la maison entière commençait à brûler. Les enfants, pris de panique, se précipitèrent dehors, certains portant les plus jeunes, d'autres traînant les blessés. Ils fuirent dans la nuit froide, guidés par l'instinct plus que par un plan. Le manoir de la Forêt-Noire brûla toute la nuit, et au matin, il ne restait qu'une carcasse de pierre calcinée. Les villageois, alertés par l'incendie, accoururent et découvrirent une trentaine d'enfants hagards couverts de cendres et de sang. Certains furent recueillis, d'autres envoyés dans des hospices. Les autorités ouvrirent une enquête, mais le mystère demeura, car les registres ayant brûlé, aucun document ne pouvait prouver l'ampleur des pratiques d'Élisabeth. Et beaucoup préférèrent clore le dossier de peur de souiller la réputation de familles influentes liées aux Delaney. Les survivants grandirent avec des cicatrices invisibles, marquées à jamais par les années passées dans la cage invisible du manoir. Certains tentèrent de refaire leur vie à Marseille, à Paris ou même plus loin, mais il se murmure que certains d'entre eux, malgré la liberté retrouvée, continuaient à répéter dans leur sommeil les prières du sang. Quant à Victor et Claire, les deux enfants favoris d'Élisabeth, leurs destins restèrent flous. Certains affirment qu'ils périrent dans l'incendie, d'autres qu'ils furent cachés par des complices et qu'ils vécurent sous une nouvelle identité. Ce qui est certain, c'est qu'on retrouva des années plus tard dans un grenier du village un cahier à demi carbonisé portant l'écriture d'Élisabeth où on pouvait encore lire une phrase incomplète. « Même si je meurs, mon héritage, le reste était illisible. » Depuis lors, les collines de la Provence gardent ce secret comme une cicatrice invisible et les ruines du manoir de la Forêt-Noire, envahies par les herbes, attirent encore parfois des curieux qui jurent entendre dans le vent du soir des chuchotements d'enfants répétant des litanies pliées. Car certains héritages ne meurent pas vraiment. Et peut-être, quelque part, le sang de la lignée Delaney coule encore dans les veines de ceux qui ignorent d'où vient leur nuit intérieure.